Notre expert en question ici, donc Adrian De Vos, qui est présent avec nous. Il est spécialiste, donc il est cofondateur, je précise, de Buyerside, une société de conseil en investissement immobilier. Tout à fait. Bonjour Adrian. Bonjour Mathilde, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Donc on va lui poser nos questions. Vous n'hésitez pas aussi à poser des questions via le QR code qui se trouve en bas de votre écran. Alors Adrian, on peut commencer tout de suite. Donc aujourd'hui, en immobilier, on sait que la crise du Covid a un petit peu redistribué les cartes. Mais justement, est-ce que pour les investisseurs en immobilier, cette redistribution des cartes change quelque chose au niveau d'acheter de bonne façon, je veux dire, de ne pas se planter, si je puis dire? Alors certains critères clairement ont évolué. Enfin, d'abord, donc l'engouement pour l'immobilier est toujours aussi grand, voire même plus en temps de crise. Ça, c'est important à savoir. L'immobilier est considéré comme une valeur refuge et donc non fluctuante, contrairement à la bourse, générant un rendement toujours très intéressant par rapport à l'argent sur les comptes épargne, qui produisent des rendements même négatifs. Et on parle même d'une taxation sur les montants restant sur les comptes épargne. Donc les gens se ruent sur l'immobilier. C'est aussi un refuge contre l'inflation, parce que les loyers évidemment peuvent être indexés chaque année. Alors maintenant, qu'est-ce qui a changé comme critère par rapport aux biens eux-mêmes? On se rend compte que les locataires, ce qu'ils cherchent maintenant, ayant été confinés et dans des petits espaces, ils se disent finalement j'aurais peut-être dû louer des plus grands espaces avec terrasse, proches d'espaces verts aussi. Il y avait une tendance dans le marché immobilier d'aller toujours vers du plus petit. Maintenant, on va vers du plus grand. Le logement dans la pyramide des besoins généraux des gens, en fait, est tout en bas de la pyramide, et donc les gens sont même prêts à consacrer un peu plus de budget finalement au logement, parce qu'ils se rendent compte que c'est vraiment la seule chose finalement qui est importante en temps de crise, parce qu'on ne peut pas sortir, on ne peut rien faire d'autre, et donc ils sont prêts à faire des économies sur les autres choses, d'autres dépenses, on va dire. Et donc l'investisseur doit se mettre dans la peau du locataire pour aller identifier ces biens-là. Qui sont vraiment de plus en plus importants. Alors on voit aussi qu'il y a énormément de départs en bordure de ville. Avant, c'était des centres-villes qui étaient très prisés. C'est encore toujours le cas avec des magasins de proximité proches des parcs, des espaces verts, proches des transports en commun. C'est toujours très important. Au niveau de la localisation, ça a changé. Mais au niveau de la localisation, maintenant, de plus en plus de gens vont louer en bordure de ville, parce qu'avec le télétravail, évidemment, être dans la ville est de moins en moins nécessaire. Il y aura de moins en moins de déplacements domicile-travail. Donc proche de son lieu de travail est aujourd'hui un critère qui est moins primordial que précédemment. Primordial, en fait. Tout à fait. Et donc, on peut s'éloigner. Et puis aussi, ce critère de vouloir plus grand, avoir un grand jardin, des terrasses, ça aussi, c'est de plus en plus important. Eh bien, on n'a pas toujours le budget pour louer plus cher en centre-ville. Et donc, des gens qui veulent cela sont prêts à aller un peu plus loin, sortir des villes pour pouvoir louer ce type de biens à un prix raisonnable. On dit aussi que pour rester dans une forte liquidité locative, donc où il y a le plus de locataires possible qui pourraient louer, la plus grosse demande pour le bien, on parle de viser des loyers pas trop importants, jusqu'à 1 000 € par mois, par exemple. En moyenne, pour un 2 chambres, par exemple, ou voilà, exactement. Une à 2 ça. chambres, exactement. Donc les investisseurs aujourd'hui doivent un peu se repositionner, si je comprends bien, revoir certains critères, peut-être s'excentrer un petit peu plus de la ville, pour offrir un peu plus d'espace aux locataires, puisque c'est ce qu'ils demandent finalement actuellement. Quoi. Donc, voilà. Au niveau donc, des critères de localisation, de taille, ça a évolué. Et est-ce que, outre ces critères, on peut parler aussi au niveau de est-ce que le locataire cherche des biens plutôt récents, plus anciens, je vais dire en termes de consommation énergétique, de charges, est-ce qu'aujourd'hui, ça fait partie de ces desiderata? Tout à fait, de plus en plus. En fait, tout ce qui a un impact sur les charges que le locataire va devoir payer, au moins les charges seront importantes, au plus le bien va gagner en attractivité. Le locataire, il regarde le loyer qu'il doit payer chaque mois, il va aussi regarder un peu ses estimations de charges, et donc un bon PEB, quelque chose qui a déjà été rénové, est très important pour lui. Et alors aussi, évidemment, des petites copropriétés où il n'y a par exemple pas d'ascenseur, va aussi bénéficier à l'investisseur, parce que lui, évidemment, toutes les charges qu'il va avoir, des charges propriétaires, vont impacter son rendement. Voilà, donc c'est important d'aller dans des copropriétés qui ont été bien tenues, dont le toit a déjà été isolé, dont l'ascenseur a sans doute été mis en conformité, et de prévoir évidemment qu'il y ait le moins de charges possible. D'avoir trop de budget, de dépenses imprévues. Exactement, à la charge du propriétaire. Tout comme à la charge du locataire, parce que s'il y a moins de charges pour le locataire, le bien va gagner en attractivité et en liquidité. Il pourra le louer plus cher également. Il pourra même le louer. Effectivement, les locataires qui voient qu'il y aura très peu de charges pourraient même payer un petit peu plus de loyer aux propriétaires. Voilà, donc, et
vous parliez justement de rendement. Est-ce qu'on peut expliquer justement, puisqu'on parlait de charges, etc., la différence, à nos auditeurs, la différence entre un rendement brut, un rendement net. Aujourd'hui, c'est quelque chose quand même, on parle souvent de rendement, mais il y a une énorme différence entre le brut et le net. Entre le brut et le net, et même le rendement sur fonds propres. Et ça aussi, c'est important à prendre en considération. Donc, comment est-ce que nous, on calcule le rendement brut très facilement pour comparer un immeuble avec un autre? C'est clairement les loyers x 12 divisé par le prix d'achat plus les frais liés à l'achat. Ça donne un montant. Alors, le rendement va dépendre évidemment de la localisation, du type de bien, du fait est-ce qu'il y a des travaux à prévoir, est-ce qu'il va y avoir du vide locatif pendant cette période, etc. Donc, le rendement prend en compte énormément de choses. Et aussi, donc, quand je parle du type de bien, c'est-à-dire une petite unité, un studio qui va être loué meublé, va devoir rapporter plus de rendement qu'un appartement 2 chambres loué long terme non meublé. Pourquoi? Parce que le rendement est intimement lié à la gestion et au travail qu'on va avoir à faire sur le bien. Un investissement bon père de famille va rapporter moins de rendement, mais justement ne va pas générer de soucis. Donc c'est très important de savoir si on a un profil plutôt bon père de famille long terme ou plutôt professionnel, où on veut avoir le rendement plus important, où là on va aller sur des loyers meublés, petits studios et autres. Alors ça c'est le rendement brut. Le rendement net, la différence c'est que quand on fait les loyers x 12 divisé par le prix d'achat moins les frais, il faut aussi, plus les frais, il faut aussi enlever tous les frais propriétaires, c'est-à-dire le précompte immobilier évidemment qu'il faut retirer, les frais de gestion si vous souhaitez déléguer la gestion, des frais de rafraîchissement qui auront lieu tous les 5-10 ans, même dans les parties communes ou autres, et les frais de relocation, chaque fois qu'un locataire va quitter. Alors quand c'est du meublé, il quitte en moyenne chaque année les locataires, quand c'est du non meublé, c'est tous les 3 ans. Donc là aussi, on voit que la différence entre le rendement brut et le rendement net va être impactée différemment, on va dire. Et donc, tout ça sont des éléments, les frais d'assurance propriétaires et autres, tout ça sont des éléments qu'il va falloir retirer des loyers bruts annuels pour calculer le rendement net. Ce qui reste en poche, finalement. Ce qui reste finalement en poche, voilà. Et alors, troisième élément qui est souvent très intéressant, c'est le rendement sur fonds propres. Pourquoi? Parce que l'immobilier, et c'est aussi pour ça qu'il a tant d'intérêt aujourd'hui, c'est que c'est le seul investissement pour lequel on peut emprunter finalement, et emprunter une grosse partie. Et en fait, ce qui est important de voir, c'est finalement les fonds propres qu'on met dans l'opération, à combien travaillent les fonds propres, nos fonds propres. Et là, en fonction du crédit choisi, boulette, amortissable ou autre, et le taux d'intérêt et la durée, eh bien, le rendement sur fonds propres peut être très important, parce que vos fonds propres, grâce au fait que la banque vous a prêté le reste pour acheter un ensemble important, vos fonds propres vont travailler à des pourcentages bien au-delà du rendement brut ou du rendement net. Voilà. Et on a beaucoup parlé d'immobilier résidentiel pour l'investisseur, mais il y a également forcément l'immobilier de niche. Ici, un lecteur se demandait justement, est-ce qu'il y a encore un intérêt aujourd'hui d'investir dans des garages, dans des places de parking? Mais on peut aussi se poser la question, investir dans un commercial aujourd'hui, alors que la crise du Covid touche de plein fouet les commerces, l'ORECA. Qu'en est-il justement de cet immobilier un peu plus, comme on l'appelle l'immobilier de niche, dans ce contexte de crise? Est-ce que le résidentiel reste la valeur sûre? Faut-il s'écarter de l'immobilier de niche ou non? Alors, en fait, c'est toujours la réponse oui et non dans ce genre de cas-là. Donc, en fait, l'immobilier commercial était déjà en pleine mutation avant le Covid, avec l'e-commerce, etc. Le commerce a déjà pas mal souffert. Alors maintenant, c'est encore pire. Je pense que quand on veut investir dans un commerce, il faut être très prudent aujourd'hui, beaucoup plus prudent encore qu'avant, et se dire, se projeter dans une vision long terme. Tiens, est-ce que ce type de commerce-là, à cet endroit-là, est-ce qu'il a encore un avenir à du long terme? Je pense par exemple dans les centres-villes, les magasins de proximité, etc., alimentaires et autres, évidemment les REI pour profession libérale, où l'ORECA aura encore de beaux jours devant eux. Donc si on arrive à les acheter à des bonnes conditions aujourd'hui, eh bien, il y a peut-être un marché de niche justement d'aller à contre-courant pour faire une bonne affaire et se dire, quand tout ça réouvre, parce que l'ORECA, avec l'humain, a une vocation sociale, et donc on ira toujours au restaurant et des choses comme ça, selon moi. Donc ces commerces-là vont sans doute perdurer. D'autres, par contre, il y en a énormément qui vont sortir des villes ou qui vont être complètement remplacés par l'e-commerce. Voilà. Et donc ceux-là, ça pourrait être beaucoup plus problématique. Donc il faut très fort se méfier du commercial, où il se trouve, quelles sont les possibilités à cet endroit-là. Il faut faire attention. Mais d'un autre côté, toutes les crises génèrent des opportunités. Et donc tout dépend aussi le pour et le contre, le prix auquel on peut l'acheter, etc.
pas et les conditions. Il peut y avoir de belles opportunités ou ça peut être une catastrophe si voilà, Exactement. on achète sans... Voilà, pareil avec le bureau, pour l'instant il y a deux vents contraires qui soufflent sur le bureau. Un vent qui prône le fait qu'évidemment les sociétés vont réduire leur surface parce qu'avec le télétravail, tout le monde n'est pas là en même temps et donc les gens peuvent avoir des flex desks et donc avoir besoin de moins de surface au même moment. Mais d'un autre côté, avec le Covid, les règles de distanciation, il faut réécarter les gens et donc ils ne peuvent pas être proches. Bien qu'on pense dans le marché clairement qu'il y aura quand même une réduction de surface, il y a quand même toutes sortes de facteurs qui sont encore incertains aujourd'hui parce qu'il y a des facteurs contraires. C'est pour ça que l'immobilier de niche, pour l'instant, les investisseurs se dirigent essentiellement vers le résidentiel. Voilà. Puisque ça reste la valeur le plus sûre aujourd'hui. Voilà. C'est une valeur refuge. On l'a vu durant encore la crise de 2007-2008 et encore celle-ci. Le prix de l'immobilier reste très stable, contrairement à la bourse, et a même augmenté en sortie de Covid parce que les gens qui n'étaient pas contents chez eux, qui voulaient acheter autre chose, même en occupation propre, faisaient rapidement la démarche de le faire dès qu'ils pouvaient revisiter parce que les problèmes se font sentir et ils veulent changer. Ce résidentiel n'a pas intéressé que l'investisseur, comme on l'appelle le bon père de famille, c'est aussi intéressé forcément en contexte de crise, le professionnel. Mais justement, pour cet investisseur bon père de famille, quand il veut acheter, voilà, aujourd'hui, on peut s'imaginer que parmi nos internautes, on a beaucoup de bons pères de famille qui souhaitent investir. Pour ceci, est-ce que le facteur coup de cœur doit être pris en considération au moment d'investir? Est-ce qu'on doit pouvoir se projeter d'investissement? Oui et non. Donc, se projeter un minimum pour se dire, tiens, le locataire va souhaiter ça et ça sera important pour mon futur locataire, c'est comme ça que je vais attirer le plus grand nombre de locataires possible. Ça, oui, il faut se projeter de cette façon-là. Par contre, se projeter et de se dire, tiens, est-ce que moi, je pourrais habiter là alors qu'on a peut-être des critères de quartier plus prisés ou d'aménagement de plus haute finition, de commun, de l'immeuble avec des meilleures finitions, etc. Ça, ce serait vraiment une erreur, parce qu'alors on pourrait perdre en rendement. Donc il faut faire la part des choses. Voilà. Il y a des choses qui peuvent être importantes pour un propriétaire qui a épargné, qui est un bon père de famille, qui a de l'argent à investir, et qu'un locataire qui démarre dans la vie, qui se contente de moins, parce qu'évidemment, des communs luxueux dans un immeuble, des quartiers très prisés, évidemment, offrent moins de rendement, offrent plus de charges de copropriété, et c'est parfois dans les quartiers en devenir qu'il faut investir, parce que c'est eux qui auront peut-être le plus grand potentiel de plus-value à terme aussi. Très bien, je vous remercie Adrienne d'avoir répondu à nos questions.